quel âge vous vous êtes dit que vous allez devenir avocat? J'avais 10 ans, À l'âge de 10 ans? ouais. Quand quand mes parents ils étaient en plein divorce, quand j'étais spectateur de ce que j'aurais pas dû voir. Bonjour maître, Bonjour. merci de nous recevoir dans vos bureaux. Merci à vous pour l'invitation. C'est normal. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous découvrent à travers cette vidéo? Beko Tabula, 33 ans, avocat. Je suis né à Kinshasa et aujourd'hui je travaille comme avocat étant inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis et j'ai mon cabinet à Montreuil. D'accord. J'aimerais pas retracer votre parcours. Donc là, vous l'avez dit, vous êtes né à Kinshasa Mm. et vous avez grandi à Montreuil. Oui. Quelle était votre jeunesse à Montreuil? Moi j'ai une jeunesse plutôt agréable, hein. Moi j'ai grandi dans le bas Montreuil dans un premier temps. Ensuite mes parents se sont séparés, ils ont divorcé. Et du coup je suis allé au Montreuil. Et aujourd'hui je suis revenu dans le bas Montreuil, j'y habite, j'ai mon activité aussi au niveau de la mairie de Montreuil. Donc je suis très attaché à ma ville. Donc c'était une identité pour vous de mettre votre cabinet à Montreuil? Ah oui, totalement, c'est un choix. Ouais, c'est un choix, hein. Je pourrais m'installer ailleurs. Je pourrais m'installer où je veux puisque j'ai les moyens, mais j'ai pas envie. Je suis très bien ici, je suis très bien dans ma ville. J'y habite, j'y vis, j'y travaille. Et votre parcours scolaire? Parcours scolaire classique, hein, j'ai été au collège, dans un collège ZEP. Après j'ai été au lycée général. Après j'ai été à la fac de droit à Montpellier. Je suis diplômé en droit et en sciences politiques. Et après je suis allé passer mon CRFPA en Martinique, comme je dis souvent sur la terre d'Aimé Césaire. Ensuite je suis revenu à l'EFB à Paris. Et après l'EFB c'est l'école d'avocat. Donc une fois l'école d'avocat intégrée, j'ai été formé pendant 18 mois avec 1 an de stage et 6 mois de cours. Et ensuite j'ai monté mon cabinet dès que je suis sorti de l'école. À quel âge vous vous êtes dit que vous allez devenir avocat? J'avais 10 ans, À l'âge de 10 ans? ouais. Quand quand mes parents ils étaient en plein divorce, quand j'étais spectateur de ce que j'aurais pas dû voir. Donc c'était plus par conviction personnelle? Ouais, plus par conviction et parce que j'ai compris très tôt, très vite qu'il fallait savoir se défendre, à la fois physiquement mais aussi intellectuellement et sur le terrain de la législation. Je me suis dit être avocat c'est bien. Et comment on fait pour briser ce plafond de verre? De se dire que on veut devenir avocat, mais par rapport au lieu d'où on vient, il n'y a pas d'avocat autour de nous. En fait c'est simple et complexe. C'est simple parce qu'il faut avoir un objectif, voilà. Donc il faut fixer un plan. Et c'est complexe parce qu'on a des croyances limitantes qui encombrent nos esprits respectifs. Donc il faut les détruire. Il faut détruire les limites que nous avons dans nos têtes et qui nous empêchent et qui nous brisent et qui nous briment et qui nous brident. Donc il faut travailler sur ça. C'est un travail d'émancipation. En fait, c'est un reconditionnement qu'il faut mettre en place. Il faut se rééduquer. Il faut se rééduquer. Il faut se dire c'est autant pour moi que pour mon voisin. Donc j'ai le droit d'être avocat, j'ai le droit d'être chirurgien, j'ai le droit d'être expert comptable, j'ai le droit d'être chef d'entreprise, j'ai le droit de faire tout ce que je veux tant que c'est légal, tu vois. Parce que je dis souvent à mes clients, la limite c'est la légalité. Donc après tout le reste, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, on fait ce qu'on a à faire, on prend ce qu'on a à prendre. Et ça a été quoi les étapes justement de cette émancipation? Parce que j'imagine que au cours de cette carrière, il y a dû y avoir des doutes, des peurs, des réticences. Qu'est-ce qui fait qu'on tient à cet objectif et on se dit je vais y aller coûte que coûte? C'est la foi en soi, hein.
Parce que moi, je vois des gens qui croient en Dieu, mais qui croient plus en Dieu qu'en eux-mêmes. Moi, je crois en Dieu, mais je crois d'abord en moi, avant de croire en Dieu, tu vois. Beaucoup de gens passent énormément de temps à prier et très peu de temps à se former ou à se préparer pour les échéances qui sont les leurs. Donc je pense qu'il faut d'abord avoir une foi inébranlable en soi, travailler dur, travailler de manière intelligente aussi, hein. Parce qu'il ne faut pas travailler bêtement, mais il faut être discipliné, persévérant, ne rien lâcher. Même quand tu vas douter, même quand tu vas tomber, bah tu te relèves, frère. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Ça va être violent, ça sera extrêmement violent parce que tu vas t'extraire de ton milieu d'origine. Tu vas être en transclasse. Tu vas prendre l'ascenseur social, tu vois. Donc ça sera très dur, mais le jeu en vaut la chandelle. Et de toute façon, plus le défi est grand, plus la victoire est belle. Donc voilà, hein. Mais c'est des sacrifices, c'est des renoncements. Moi j'ai renoncé à beaucoup. J'ai perdu plein de potes. Dû à la carrière, enfin, Non, parce que j'ai fait des autant choix de de... vie. J'ai fait des choix de vie, j'ai pas mal de potes qui m'apportaient rien d'intéressant, donc je les ai mis sur le côté. Je leur ai demandé de plus m'appeler parce que ce qui m'apporte ne m'intéresse pas. Donc j'ai très peu de potes, j'ai très peu d'amis moi. J'ai très peu d'amis, je suis quelqu'un de solitaire. Et voilà, après, faut savoir ce qu'on veut. Moi je sais ce que je veux et ce que je veux pas surtout. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Non, Ça a été radical. non. Faut être radical. Faut être radical. Le succès c'est quelque chose de très violent. Tu gagnes en notoriété, tu gagnes de l'argent, t'as t'as des sollicitations, t'as des personnes autour de toi. Donc il faut faire attention, il faut être vigilant. En même temps, il faut garder la tête froide. C'est d'une violence incroyable. Mais en même temps, il faut rester proche des siens, ceux qui nous ont soutenus, ceux qui étaient là pour nous. Donc il y a c'est un numéro d'équilibriste à avoir. Mais comment on gère le succès? Quand ça vient, parce que là on vous a vu sur différents médias, même Mm. sur des plateaux télévisés Mm. via l'affaire Samuel Paty. Mm. Comment on fait quand on est avocat, Mm. quand on est médiatisé et de gérer l'opinion publique? Bah, je vais au foyer, je prends un chip à 2 euros, frère. Ma vie, elle n'a pas changé. Je vais me retrouver à manger avec des frères du Sénégal, des frères du Mali, on mange un tiep, on parle de la canne, je rigole avec eux, et me retrouver le soir dans un palace parisien et avoir une addition à 600 euros, tu vois. Ma vie, elle n'a pas changé, je reste le même. Pour vous, ça n'a pas fait comme une sorte de schizophrénie d'être Non, à la fois... non. Parce que je connais mon identité, je connais mon histoire, je connais mon parcours de vie. Je peux pas prendre la grosse tête, il y a trop de... Tu vois, il y a trop de gens autour de moi qui sont là pour me remettre à ma place si jamais je deviens fou. J'ai les gens que je croise en bas qui me reconnaissent, des gens que je connais, avec qui je vais manger, avec qui je passe du temps, les gens que je reçois à mon cabinet. En fait, j'ai mis en place des garde-fous autour de moi pour toujours faire preuve d'humilité. Quand je dis que je vais manger au foyer pour 2 euros, c'est réel, frère, tu vois. Je n'ai pas changé. Donc pour vous, la classe sociale ne change pas la valeur. Mon compte en banque ne m'a pas fait renoncer à ce que je suis. Parce que enfin, il faut y en avoir plus d'un, Mm. une fois qu'ils changent de classe sociale, qui Mm. le font ressentir et à Mm. travers... Mais ressentir pourquoi ils vont pas mourir. Parce que tu as changé de classe, que tu es plus à l'aise financièrement, tu vas pas mourir. Tu pètes pas, tu dors pas, tu vas pas mourir comme les autres. bien sûr que si, Voilà. mais C'est des Mongols. c'est un fait. C'est des Mongols. C'est des Mongols, je parle même pas avec eux, moi. Ils ont rien compris. Parce que le jour où tu vas te retrouver dans la merde, qui sera là pour toi? C'est qui était là depuis le début. C'est qui était là quand t'étais personne. Donc ça sert à rien de prendre les gens de haut. Ça sert à rien de prendre les gens de haut. Faut rester humble, tu vois. Faut rester accessible. Moi, ça ne change rien à ma vie. Moi-même, demain, si Macron me reçoit à l'Elysée, j'y vais, je parle de ce que j'ai à lui dire. Et si j'y vais, c'est pour parler de la France-Afrique, parce que j'ai des questions à lui soumettre, notamment par rapport au franc CFA. J'ai pas pour danser comme les autres mecs qu'il avait reçus la dernière fois. Mais après, je rentre chez moi. Ça changera rien. C'est pas parce que j'étais reçu par le président de la République que je changerai ma vie. Tu vois. Est-ce que le fait d'être avocat, est-ce que c'est une évolution de rentrer dans la politique? Parce qu'il y a pas mal d'avocats qui... Ça m'intéresse pas, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat. C'est créer de l'emploi, créer de la valeur
pour les gens, travailler sur des projets intéressants. La politique ne m'intéresse absolument pas. Même pour la mairie de Montreuil. Non, non, je m'entends très bien avec le maire. Monsieur Bessac, quelqu'un d'humain, quelqu'un de formidable, avec qui j'ai une relation particulière et pour qui j'ai beaucoup d'estime, pour qui j'ai appelé à voter, tu vois. Mais son poste ne m'intéresse absolument pas. Je lui ai déjà dit, je le redis devant la caméra. Patrice, ton poste ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être maire de Montreuil ou député ou sénateur. Non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler à l'émancipation des femmes et des hommes qui me sollicitent et qui ont besoin d'aide, tu vois. Bon, ma seule ambition, c'est ça. D'où le projet Black Mind. Entre autres, Black Mind, c'est ça. Black Mind, c'est permettre à des femmes et à des hommes qui ont des activités dans le service, dans le textile ou dans la restauration, qui ont différents talents et qui veulent se faire connaître, se faire voir. Donc on l'a mis en place avec mon frérot France. On a mis en place Black Mind, justement pour leur donner une tribune, une visibilité. C'est ça l'objectif. Parce que vous avez vu dans une interview que nous, les Noirs, on est plutôt consommateurs que producteurs. Ouais, totalement. Ça veut dire que ça serait d'abord changer l'état d'esprit pour produire par la suite. Ouais. Bah, tu regardes, tu as des exemples criants. Tu as la plaque du diamant au monde, c'est Anvers. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de mine de diamant en Belgique. Beaucoup de diamants proviennent du Congo. Comment ça se fait que c'est pas la RDC qui est une plaque tournante de la vente de diamants? Comment ça se fait que les métaux précieux qui proviennent de la RDC, ils sont transformés ailleurs et vendus ailleurs? Et tu prends l'exemple même en Ile-de-France, à Paris. Tu vas dans beaucoup de boutiques exotiques avec des produits africains. C'est des Arabes, ou c'est des Asiatiques ou des Pakistanais qui les vendent. C'est très peu de Noirs. Comment ça se fait que c'est d'autres communautés qui ont le marché du produit exotique, des produits qui viennent de chez nous, des produits que parfois ils ne consomment même pas, pourtant c'est eux qui nous les vendent. C'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'afro-descendants qui gèrent leur business. Tu verras pas un Renoir vendre des produits cachers. C'est un Juif qui vend des produits cachers. Tu verras pas non plus un Renoir vendre des produits halal. C'est des Rebeux qui vendent des produits halal et ils ont raison. C'est leur marché. Il faut qu'on récupère notre marché. Mais ça commence un peu à changer selon vous. Très bien. Ouais. Ça commence. Moi j'ai plein de clients qui commencent à créer des boîtes, qui commencent à créer des activités commerciales, des épiceries, qui vendent des produits. C'est très très bien. Mais c'est pas assez. Parce qu'on voit que vous êtes beaucoup attaché aussi à l'Afrique. Ouais. Et est-ce que c'est justement pas une route qui mène justement vers la politique pour faire changer les... Non, moi la politique ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est l'entrepreneuriat. Pour moi, l'émancipation du peuple noir passera par l'entrepreneuriat. Il faut qu'on redevienne des producteurs. Nous l'étions jadis, via nos différents royaumes, nos différents empires. Les razzias négrières et la colonisation ont eu comme effet de nous déstabiliser et de nous aliéner. Nous sommes devenus étrangers à nous-mêmes. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de reprendre possession de nos corps, de nos âmes, de nos esprits et de nos espaces économiques. Donc la politique ne m'intéresse absolument pas. Donc c'est par l'entrepreneuriat que... L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ou la mort. C'est le choix. Mais vous êtes très radical dans... Le monde est radical. Regardez Poutine. Il a dit j'envahis l'Ukraine et le pays ou l'institution qui veut se mettre en travers de mon chemin, il va le prendre pour lui et c'est assez risqué et péril. Le monde est violent. C'est pas moi qui suis violent. C'est la réalité. Moi je ne suis qu'un miroir. Et le miroir n'est pas responsable de la laideur de celui qui se regarde. Moi je ne fais que refléter le monde. Le monde est moche, le monde est violent. L'ONU, qu'est-ce que fait l'ONU? Les Ukrainiens, ils sont en train de mourir. Que fait l'ONU? Que fait la France? Que fait l'OTAN? Quand c'est pour intervenir en Irak, ils y vont. Quand c'est pour intervenir en Côte d'Ivoire, ils font les beaux. Quand c'est pour intervenir en Libye, ils partent. Mais pourquoi ils n'interviennent pas en Russie? Ou en Corée du Nord? Ou en Chine? Pourquoi ils font pas les fous là-bas? Je pense que c'est une question de financière, mais aussi de... C'est l'arme nucléaire, frérot. Ça n'a rien à voir avec les finances. C'est d'abord l'arme nucléaire. Les Russes ont le bouton rouge. La Corée du Nord, ils ont le bouton rouge. La Chine a le bouton rouge. Aucun pays africain n'a le bouton rouge. Basta. Quand tu as le bouton rouge, on te craint. Quand on te craint, on te laisse tranquille. Si Kadhafi avait le bouton rouge, il serait encore en vie. On dit souvent que c'est une arme de dissuasion.
que les États n'utilisent pas, mais pour dissuader. C'est une arme de dissuasion. Comme ça, les gens ils viennent pas. C'est comme le mec qui a un fusil mitrailleur chez lui, ou c'est comme Malcolm X qui, depuis sa fenêtre, il a son arme. Bah, viens, frère. On va te recevoir, t'inquiète pas. Ça s'appelle l'autodéfense. Moi, c'est ce que je prône, c'est l'autodéfense. L'autodéfense intellectuelle, l'autodéfense matérielle, l'autodéfense spirituelle, l'autodéfense financière et l'autodéfense militaire. Voilà ce que je prône. Pour une totale indépendance. Totale indépendance. Par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et on négocie d'égal à égal. Tu viens à ma table, on négocie. Mais c'est pas chute à serpillère. C'est fini ça. Cette époque, elle est révolue.